excellente matinée en notre compagnie. C'est l'été, nous allons vous accompagner tout au long de cette émission avec des sujets qui vont sûrement vous intéresser. Faire des balades, et oui, ça sera aussi le point important aussi de notre émission. Nous allons vous offrir une belle balade du côté de Cherchell avec un guide spécialisé en la matière. Nous avons eu le plaisir de le recevoir à maintes fois dans Bonjour d'Algérie. Eh bien, ça continuera cette fois-ci et il va nous emmener du côté de Cherchell. Tout savoir sur la belle ville de Cherchell et surtout ses secrets. Il va nous parler de ses nombreuses visites qu'il a pu effectuer avec donc des visiteurs et des passionnés aussi d'histoire. Voilà, c'est le moment détente et surtout farniente. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir une artiste qui est donc originaire de cette ville de Cherchell. Il s'agit de Hania Barty. Elle qui aussi a beaucoup chanté sur cette ville et plutôt aussi dans la sauvegarde de la musique arabo-andalouse. Elle viendra nous parler bien sûr de ses nouveautés et surtout donc de sa belle voix et dans son actualité musicale. Nous aurons aussi à faire un gros plan sur un artiste qui, lui, a aussi décidé de faire du mois de juillet, le mois aussi des martyrs, et surtout à travers cet hommage qu'il rendra aussi aux martyrs et surtout aux grands hommes donc, qui ont marqué l'Algérie. L'allée des mémoires, il a intitulé cela. Nous allons en parler avec lui, les enfants d'Algérie. Il est sculpteur, il est artiste, et pourtant, il ne se destinait pas à cette carrière professionnelle. Nous allons faire connaissance avec lui sur notre plateau, et on le verra aussi à l'œuvre à travers ce reportage. Un reportage qui a été réalisé avec Sabrina Khlifi. Une start-up aussi très intéressante, ce sont deux jeunes informaticiens donc à la base qui ont donc réussi à mettre en place une nouvelle start-up dans le domaine médical pour aider les enfants atteints de cancer et surtout pour évaluer la douleur. Surtout, c'est très important, le bracelet connecté. Ils ont eu à cet effet plusieurs prix et plusieurs reconnaissances. Ils viendront nous parler de cette innovation. Ils seront là pour détailler tout cela à travers bien sûr leurs interventions. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et suivre pas à pas à travers des chansons, à travers aussi des reportages. On va commencer tout de suite dans la bonne humeur avec une très belle chanson signée Mok Saïb et Shamsou du groupe Freakland. Ils chantent Mi Amor.
J'espère que ces rythmes vous ont bien réveillé, vous ont mis en appétit pour nous suivre jusqu'à 10 h du matin. Nous aurons le plaisir d'avoir donc nos invités. On va commencer tout de suite. On va vous inviter à faire de belles balades à travers donc nos belles régions et surtout les régions côtières avec nous, Monsieur Sabour. Taïeb Sabour, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est un honneur et c'est toujours un plaisir de venir passer vous voir. Et nous donc, on a toujours plaisir à vous recevoir, surtout vous parlez si bien de notre Algérie, vous parlez si bien de ces régions que vous nous faites visiter, puisque vous êtes guide archéologique aussi, vous êtes aussi un archéologue aussi de formation, et on a pris pour habitude de rester toujours attentif à tout ce que vous racontez, et ce que vous racontez aussi aux nombreux visiteurs qui vous accompagnent lors de visites que vous organisez. Oui, c'est vrai, à vrai dire, une visite, déjà c'est une passion. Oui. Avant d'être, j'en ai fait mon métier et c'est agréable de faire ce qu'on aime. C'est toujours un plaisir et c'est un plaisir de faire plaisir aussi. Bien sûr. Et si on essaie de le faire bien, ça fait plaisir à la personne qui transmet ses connaissances et aussi ça enrichit et ça donne encore une autre idée de ce beau et immense pays. Exactement. Alors si on devait prendre l'exemple donc de la ville de Cherchell, qui est une ville aussi très riche de par son archéologie, de par aussi sa région et son exposition, bien entendu, c'est une ville où on respire la joie de vivre et bien sûr la mer, bien entendu aussi ce ciel bleu. Oui, Cherchell, qui est une des plus anciennes villes, c'est un ancien comptoir phénicien, comme toutes les villes côtières d'Algérie. Il y a une succession d'occupants, on parle des Phéniciens qui sont devenus puniques, il y a la période romaine, et c'est une période très vaste, où il y a énormément de vestiges qui y sont actuellement, si on peut prendre par exemple le forum qui est en plein cœur de la vieille ville qu'on appelle El Qseba, on a le théâtre, on a énormément de choses qui font de cette ville Cherchell une ville à visiter. Et c'est une ville aussi qui a enfanté énormément de personnalités. Bien sûr. On peut parler d'Assia Djebbar, qui est de la ville de Monceau. On a le chanteur Baziz, Cheb Bilal, j'ai oublié d'autres, mais c'est une ville d'artistes, de poètes et de mélomanes. Tout à fait. Et je pense que c'est une ville qui a beaucoup inspiré les personnes qui y vivent et qui soient dans l'art, qui soient donc artistes peintres comme Monsieur Barty, qui lui aussi est connu et il a toujours été jaloux donc, de sa ville, il a toujours voulu faire découvrir cette région à travers ses peintures. Alors on parle aussi donc de ces nombreuses mosaïques qui sont aussi très connues. Une belle exposition a été rassemblée, elle est sortie pour la première fois d'Algérie, elle est partie justement en exposition lors de l'année de l'Algérie en France. C'était une très belle collection qui a été aussi restaurée par des spécialistes. En dehors il y a la période antique, qui est la période romaine avec cette très belle mosaïque, tellement qu'il y en avait au départ quand ils ont commencé à découvrir ces belles mosaïques. Avec ces tesselles minutieusement aussi restaurées. Ça, on est en train de voir une d'entre elles, mais il y en a qui sont vraiment très célèbres. Très célèbres. Oui, il y a on a essayé de sélectionner, parce que elles sont tellement belles qu'on ne peut pas sélectionner une de l'autre. On connaît, il y a des mosaïques tardives, il y a des voilà, mosaïques... Celle-ci, c'est une mosaïque, c'est un parterre ou c'est une oui, murale? elle est murale, mais pour la restaurer, ils l'ont mise par terre pour la restaurer. C'est un travail d'orfèvre, c'est un travail minutieux. Et les archéologues, parmi les jeunes qui sont au niveau du musée, parce qu'au niveau de Cherchell, il y a le premier musée qui a été bâti en 1951 par, je pense, les autorités qui en avaient besoin, vu le nombre de mosaïques et d'objets qui ont été trouvés, parce que les premières mosaïques ont été transférées au Musée national des antiquités d'Alger. Il y a énormément aussi de sculptures gréco-romaines qui sont... par le besoin de restituer et laisser ces vestiges dans la région, les autorités en ont construit un musée. Et en 1979, il y a un second musée qui a été construit juste à l'entrée de la ville et qu'on appelle le Parc des Mosaïques, où toutes ces belles mosaïques sont exposées au grand public, bien sûr. Dans un jardin aussi. Oui, ce qu'on appelle un musée lapidaire. Vous avez l'intérieur et l'extérieur. Voilà, ça c'est l'entrée du musée.
Là, c'est l'ancien musée qui est juste à côté de la place actuellement qu'on appelle la place du 1er novembre. Les autochtones appellent ça la place Bela Ombara, par rapport à ces arbres qu'on ne trouve que... Ah oui, Cacherchel, oui, Cacherchel et Tipaza. Oui. Et c'est des arbres, je ne sais pas, j'en ai vu quelques spécimens au jardin d'essai, c'est vraiment ces arbres qui supportent l'humidité. Oui. Et le mot Bela Ombra, c'est la belle ombre. Et on dit que c'est, on les voit, bon, ça c'est un conifère un peu plus bas. Et ces arbres-là, on les trouve à Cherchel et à Tipaza. Et les autochtones appellent ça patte d'éléphant, parce qu'ils ont la forme d'une grosse patte d'éléphant. De grosse patte d'éléphant. Et ils agrémentent un petit peu la place. Voilà. Là, c'est le musée. C'est une très belle collection, justement, donc, de statuettes et anciennes, et qui rappellent la présence romaine aussi donc, dans cette région. Et bien sûr, l'impact de Juba II. Oui, c'était la capitale de Juba II. Cherchel, qui, comme on a cité au préalable, c'est un comptoir phénicien, mais à partir du 1er siècle, la présence romaine, les Romains en ont pris ce Juba qui était amazir de la région, ils l'ont élevé, romanisé et ils l'ont ramené, ils l'ont installé à la tête de la Mauritanie de l'Ouest, qui veut dire les habitants de l'Ouest. Bien sûr, avec le mariage de Séléne et Cléopâtre. Et Dieu sait comme il avait son importance dans cette région. Et historiquement, il a joué un très grand rôle aussi. Il en a fait de Cherchel une ville de rayonnement culturel. Il y a énormément de choses, en dehors des sites, en dehors un petit peu de la réaménagement de l'espace de la ville. Et c'était une capitale qui était très prospère et Rome traitait à pied d'égalité par rapport à Césarée, qui est actuellement Cherchel. Voilà, en plus aussi de Tipaza, qui était aussi un véritable comptoir aussi, un marché où beaucoup de personnel, ça grouillait de monde parce que c'était vraiment à proximité de la mer, donc tout se faisait dans ces allées. C'est un riche patrimoine que nous avons qui recèle énormément d'informations qui sont relayées par les archéologues et guides tels que vous. Oui, Tipaza, un petit peu, c'est une ville aussi qui date du 1er siècle. Hein. La plupart des villes romaines datent à partir de 96-98. Tipaza n'échappe pas à la règle, elle a été bâtie à cette époque-là. Et c'était une ville, certains disaient que c'était une ville de vétérans. C'était beaucoup plus pour retraités, vu le positionnement sur un mamelon, les pieds dans l'eau, pas mal d'infrastructures de divertissement comme un amphithéâtre, un théâtre. Là, on sent que c'est des gens de goût. C'est pas comme certaines villes, comme Tingad, où on trouve prison et tout ce qui s'ensuit. C'est pas une ville de garnison, c'est une ville de divertissement. Beaucoup plus les seniors terminaient leur beau jour. On en trouve des quartiers huppés avec quelque chose, les thermes, énormément de thermes. Et on sait que les Romains ont été très pris par les... Ça, c'est une belle visite aussi. Hein. Là, ça, c'est un petit peu... On a le mont Chenois et on est à proximité de la villa, ce qu'on a le quartier, un petit peu, ce qu'on appelle la descente du Cardo, ou bien le quartier, un petit peu la rue des Égouts. Et on a les deux villas. On a la villa des Fresques et la villa jumelle. Et là, vous avez la basilique chrétienne, qui est une des plus grandes d'Afrique. Elle fait 58 mètres de long sur 42 mètres de large. C'est celle-ci, donc la Sainte Salsa? Non, la Sainte Salsa, elle est de l'autre côté. De l'autre côté. Elle est située juste dans le site de 47 hectares. D'accord, avec ses mensurations et ses 9-9. Et juste à côté, vous avez les thermes. C'est-à-dire, on purifie les fidèles, il y a un baptistère, on les baptisait et on les emmenait directement à la basilique. Voilà. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les fouilles continuent? Est-ce qu'on arrive aussi encore à découvrir certaines choses ou c'est fini du côté de Cherchel et Tipaza? Pas du tout. Ça continue? Pas énormément. Ça continue. Bon, une cadence moindre parce qu'une fouille, ça demande du personnel, ça demande des moyens, j'allais dire financiers, surtout le côté financier. Les étudiants sont libres un petit peu le mois d'août. On peut bivouaquer en général que le mois d'août. Automatiquement, c'est les mois où les étudiants sont libres et ils peuvent aller fouiller. Il y a le centre, le CNRPH aussi qui fait des campagnes de fouilles du côté de Bdjaya. Mais du côté de Tipaza, il y a des sites préhistoriques et antiques.
Tout à fait. Parce que même l'homme préhistorique, l'Homo sapiens sapiens, a vécu dans des grottes. On a pu découvrir de bien belles choses ces dernières années, ces 2 dernières années. Énormément d'industrie lithique, de l'homme qui a vécu à proximité des mers et des océans, ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Exactement. Et toute la côte a été occupée dans les temps préhistoriques et la mer engendre un petit peu les arrivants et ça a fait qu'il y a d'autres puissances ou occupants qui se sont succédés par la suite. Voilà. On commence par les comptoirs phéniciens qui ont ouvert la voie à toutes les puissances qui sont venues. Exactement, il y a eu beaucoup de va-et-vient de toute façon et l'Algérie a toujours été ce berceau aussi de civilisation qui a reçu beaucoup donc de personnes. Alors, en parlant donc de cette richesse archéologique, vous intéressez tous les visiteurs qui vous accompagnent, vous faites des visites de combien donc dans la journée, toute la journée, comment ça se passe quand vous sortez? En général, la visite, elle doit rester comme un dessert. Oui. Il ne faut pas gaver les gens. D'accord. C'est-à-dire, si on leur fait une visite, il faut toujours de temps en temps alléger. Il faut suivre. Vous savez que c'est comme chacun a sa façon de faire une visite. Une visite, ça, il ne faut pas que ça soit une corvée. Il faut que ça soit, par exemple, voyez là, je suis en train, j'ai un défaut, je parle beaucoup avec mes mains, c'est ma marque de fabrique. Là, on est en plein amphithéâtre et je suis en train de leur... Pourquoi je les ai fait rentrer à l'intérieur? Pour leur montrer l'immensité du site et leur dire, regardez un gladiateur au milieu, entouré de gradins, quelle sensation il peut avoir. C'est ça pour leur un petit peu les mettre dans le bain. Et ils font travailler leur imagination surtout. Mais c'est ça la visite, parce que pourquoi vous me faites appel? Pour que j'essaie de donner vie à un objet. Exactement. Parce que si vous voulez faire des petits passages, vous allez acheter un guide et vous suivez le guide. Mais moi, j'essaie de donner vie à cette visite par les anecdotes. C'est ça. Par exemple, je vous dis ici, c'est par exemple la fabrique du garum. Si vous allez lire dans le livre le garum, mais c'est une sauce très prisée par les Romains, très épicée à base de poisson. Ils séchaient le poisson, ils le faisaient mariner. Et c'est comme ça que là, je suis en train d'expliquer ce qu'on appelle, parce que dans les villes romaines, on a ce qu'on appelle le decumanus cardo. C'est-à-dire c'est le est-ouest, nord-sud. D'accord. Ça, c'est le decumanus. C'est les 4 points cardinaux. Et ça, c'est les voies rapides, ce que j'appelle l'autoroute de l'époque. Et vous voyez, les dalles, elles ne sont pas droites, elles sont un petit peu inclinées. C'est vrai. Cette inclinaison, elle est faite exprès pour permettre aux chariots à l'époque, quand ils roulaient, on les faisait fonctionner ou rouler, les 2 roues de l'arrière sont maintenues sur l'asphalte. Mais si on les a mis alignées l'une vers l'autre, aucune roue, il y a toujours une route, une roue qui remonte par rapport à une autre. Oui, parce qu'elles ne sont pas ajustées, elles ne sont pas uniformes. Et ça, c'est pour leur expliquer et leur parler un petit peu que c'était la voie rapide à l'époque, et ça reliait ce qu'on appelait Icosium à Alger, à Césarée. C'était une route très connue, très connue et très aussi utilisée. Et on a le cardo qui vient du sud-nord. Et ça, c'était le quartier, un petit peu la route qui mène vers la mer. Et aussi, c'était la route des égouts pour un petit peu évacuer toutes les saletés vers la mer. Voilà. Alors, on vous voit à l'œuvre, là, en ce moment, à travailler avec tous ces visiteurs qui viennent donc s'abreuver donc, de tout ce que vous leur dites concernant les villes antiques surtout. Alors, vous ne faites pas que ça, parce qu'il faut choisir aussi l'horaire. Il faut choisir, s'il fait chaud, c'est très difficile aussi de sortir en plein été. Il faut bien entendu choisir un horaire particulier. Mais aussi, vous avez d'autres visites que vous proposez donc dans la région de Cherchell par exemple. C'est le côté montagne, c'est le côté aussi patrimoine, c'est le côté savoir-faire aussi de ces habitants de Cherchell qui sont aussi dans la poterie. Oui. Ils excellent dans cette fameuse poterie, comment on appelle ça? Typique de la région. C'est une région aussi connue. C'est une région où il y a énormément d'argile, la terre est argileuse, la terre glaise, et il ne faut pas oublier que aussi, même les Romains l'utilisaient pour la lessive, parce qu'on dit que la terre glaise enlève la graisse. Très bien. Ils utilisaient ça pour donner pas la blancheur du linge, mais ça enlevait la graisse. Ils utilisaient une autre technique pour enlever et pour blanchir plus blanc que blanc. Si je vous dis, vous allez vous tomber des nues. Ils utilisaient l'urine. Oui. Et récupérer ça l'urine,
et pour donner cette blancheur-là. Voilà, ça prouve encore l'utilité, bien sûr, de cette terre glaise. La terre glaise qui a fait la renommée. Et la région de, comment il appelle, à la sortie de Cherchel en allant vers, il y a une ville, comme ça va me revenir, il y a toute une famille, ces femmes-là, elles continuent à perpétuer la tradition de faire de la poterie. Et ça nous arrive, bon, on ne débarque pas comme ça, on les avise, et elles nous présentent tout leur savoir-faire, on n'est pas obligé, mais symboliquement, on essaie de garder ce contact avec elles. Sidismiennes, je cherchais le nom. Les femmes de cette petite commune sidismienne, ces femmes-là excellent énormément dans le travail, parce que c'est les femmes rurales. Exactement, elles fabriquent elles-mêmes des ustensiles de cuisine, et même des fameuses petites bibliothèques de rangement. Oui, il y avait même ce qu'on appelle les coins les coins de bureau où on peut mettre quelques bibelots et tout. C'est très rustique. Aujourd'hui, ça revient, c'est très tendance, on va dire, parce que c'est une matière noble. C'est de la terre et ça a été bien fabriqué, bien décoré à la main. Et créer, j'allais dire, aider un petit peu, j'allais dire, cette population qui n'attend pas que ça, mais elles-mêmes, ça leur fait des entrées d'argent, c'est légitime, et elles valorisent leur région. Et pour vous dire, une fois, on a fait ça, et on a déjeuné chez l'habitant là-bas. C'est-à-dire, c'est toute une logistique, bien sûr, au préalable pour rassembler toutes ces femmes, parce qu'elles ne sont pas tout le temps disponibles. Tout ça, pour vous dire, quand on fait une visite d'un site, on essaie de greffer toutes les curiosités. Vous avez le balnéaire, bien sûr, mais vous avez aussi tout ce qui est, j'allais dire, ancien. Si on prend par exemple Cherchel, qui est très connu, le mot Cherchel est venu à l'époque, j'allais dire musulmane, mais c'était la première appellation, c'était Iol, qui veut dire îlot. Après, c'est devenu Césarée, et Cherchel, c'était la fin du 9e avec la présence musulmane. C'est une population très avenante, très accueillante, et le quartier historique, c'est El Rseba, ce vieux quartier où on en trouve énormément. Où on mange beaucoup, on mange aussi un bon créponné. On mange de tout, il y a de tout. Il y a des marchands que je n'ai pas envie, j'ai peur de les citer, en dehors de ce monsieur qui fait de la glace créponné. Il y a quelqu'un qui fait de tout ce qui est le travail des plantes, de tout ça, des plantes médicinales, des populations. On vit toujours à l'ancienne, où c'est des maisons à tuiles, où les portes sont toujours ouvertes, on trouve qu'un rideau, et ça me fait rappeler mes vacances chez mes grands-parents, l'été, et ça sent tout ce qui est olfactif, l'odorat. L'iode, bien sûr, c'est vraiment très riche, c'est une belle région que vous nous avez invité à découvrir cette fois-ci, Cherchel, mais je sais que vous avez peut-être un programme pour cet été. On aura l'occasion aussi de parler d'autres villes avec vous, probablement des villes côtières, mais peut-être qu'un rendez-vous, vous êtes sur la toile aussi, on peut vous contacter? Oui, bon, j'ai ma page connue, Salim Sabour, que les gens peuvent aller voir, ou bien collectif des guides accompagnateurs aussi ouvert, où les gens viennent voir, discuter, échanger. De temps en temps, je mets, par exemple, on va leur inciter une petite histoire comme ça pour rester en contact, vu qu'en ce moment, il n'y a pas de sortie. Je fais énormément de sorties virtuelles sur les musées d'Alger, ou bien, par exemple, comme l'occasion m'est présentée aujourd'hui, de leur parler de la ville de Cherchel, comme on peut parler de Tipaza, comme on peut aller à l'est ou à l'ouest. Tout à fait. Rien n'empêche, en tout cas, même en temps de confinement, de pouvoir peut-être sortir avec ce Covid et pouvoir avoir ces bavettes et sortir avec quelques personnes, bien sûr, pas full, mais quelques personnes qui pourraient aussi s'intéresser à leur patrimoine. Je me permets, je pense que c'est faisable, même à cette période avec de confinement. Déjà dans les musées, de part de temps normaux, il n'y avait pas foule. Exactement. Automatiquement, les musées ou un site comme Tipaza ou Cherchel, en plein air, les gens se préservent et tout, prennent leurs précautions. Le site est magnifique, un groupe de 10 éloigné 1 mètre de chacun. On peut relancer, refaire tout ça. Très bien. En tout cas, c'est toujours un régal de parler avec vous donc d'archéologie, d'histoire et surtout de visites guidées. On aura, j'espère, très bientôt à vous recevoir pour parler d'une autre région. Merci beaucoup, Monsieur Sabour. Merci à vous. Merci et pour votre j'espère qu'on aura disponibilité. l'occasion de se revoir une prochaine fois, Inch'Allah. Très bien, c'est l'été, on en profite. On profite donc de ces visites, on a plus de temps. On est en vacances et on va en profiter. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt. Eh bien, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Laïla Benaïcha, qui nous fait découvrir donc le portrait donc de ce violoniste Toufik Meziane, et on se retrouve juste après.
Toufik Meziane, un violoniste passionné de la musique andalouse et du sha'bi. Une passion qu'il nourrit et perfectionne au quotidien. Accompagné de son frère Kamel, chanteur sha'bi, ils entament leur journée par des répétitions des œuvres de grands maîtres. J'aime beaucoup la musique algérienne, beaucoup plus. Je suis musicien et violoniste. J'aime bien cet instrument, le violon. Bon, j'avais 10 ans, 9 ans, déjà كان عندنا violon أنا في الدار. دونك نشوف كيفاش الانستريمون حبيت نديكوفري الانستريمون هذايا. دونك بالعقل مع الفرونجان تاعي ثاني كمال في الدار. دونك زاد عاوني شويه، زيد ثاني مون بيغ شويه ثاني عاوننا بيسك عنده لا كيتار تاعو قديمه ثاني في الدار، صبناها كي زدنا صبنا لا كيتار. مي بوكو بليس نحب الفيولون. Maîtrisant plusieurs instruments de musique, Toufik nous avoue que sa relation avec son violon est à la fois passionnelle et professionnelle. حبيت نروح الكونسيرفاتوار. دونك سقسيت على الاستاذ كامل بالخوجه، كنت نسمع به بزاف ونحب نسمعه، حتى لقيت روحي في الكونسيرفاتوار لما فقت عند البروف كامل بالخوجه. La musique algérienne généreuse est source de raffinement du goût musical à tant donné pour notre violoniste. Aujourd'hui, il lui en témoigne toute sa reconnaissance. خلتني تعرفت ما بها اللي شفت بلدان واحد اخرين، تعرفت على بلادي مليح تانيك. دوكا سي اترافير الموسيقى الباتريمون تاعنا ما يخلصش، انا ليا ما يخلصش سواء في الاندلس ولا ما نروحوا للشعبيه. ما في الشعبيه تانيك في الديوان نروحوا للشعر الملحون، وكي نجوا الاندلس تانيك فيها بزاف طباع تاع الفنان ديجا يدخل لا جوا. Même en l'absence des activités artistiques à cause de la pandémie Covid-19, Toufik n'a pas à se plaindre. Entre l'entretien de ses oiseaux et ses répétitions à côté de papa qui confectionne des couffins artisanaux, il espère tout de même une proche reprise. شويه مع الموسيقى، شويه تانيك مع ندير لي زوازو تاعي تانيك شويه زواوش. ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء هذايا ان شاء الله، ويعاودوا يولوا اليامات كيما كانوا ان شاء الله، تعيطوا لي لا روبريز بلو فور على كيما كانت ان شاء الله. Parce que le 5 juillet a une signification particulière pour notre artiste, il a tenu à envoyer un message sincère et original à l'Algérie et à sa jeunesse. نتمنى ان شاء الله الخير للبلاد ان شاء الله يا ربي، وفيها خير ان شاء الله. نشوف بلي ان شاء الله فيها خير. الحمد لله ما بقى الاستعار من C'est aussi beaucoup d'artistes qui ont chanté pour l'Algérie. Et à l'exemple de notre invité ce matin, Hania Barti, qui est parmi nous. Bonjour Hania. Bonjour Amel, bonjour à tout le peuple algérien. Je félicite le peuple algérien à l'occasion de 5 juillet. Voilà, nous sommes en plein mois de juillet. Ça a été un 5 juillet particulier, exceptionnel. Et vous aussi, vous avez aussi chanté pour l'Algérie à maintes reprises. Je chante plusieurs fois pour l'Algérie et voilà, c'est notre pays bien sûr. Oui, j'ai fait une reprise il y a 2 ans, une reprise de
de le chanteur regretté Mohamed Zarbout. Voilà. Exactement, Allah yarhamou. Alors Hania, on a choisi de vous inviter parce que vous êtes de la ville de Cherchell. Oui. Et comme c'est l'été, on a invité le téléspectateur à aller faire des visites, à aller découvrir leur pays davantage, à aller découvrir aussi ces belles richesses. Alors vous qui êtes aussi, tout comme votre papa aussi, qui adore cette ville. Hein. Oui, bien sûr, c'est ma ville natale, une petite ville au bord de la mer, calme, tranquille, propre, et une ville d'artistes, voilà. Voilà. Et bien sûr, votre papa, Abdelrahman Barti, qui lui est artiste peintre, qui aussi qui rassemble de nombreux artistes dans la région, avec l'UNAC, donc de la région de Cherchell, qui a permis à beaucoup d'artistes d'être exposés, d'être connus et de faire connaître aussi leur ville à leur dans la façon. musique, dans la sculpture, dans le dessin, plein de... Voilà. Et vous avez toujours commencé très jeune dans la musique arabo-andalouse. Exactement, dans les associations Rachidia, Kaysaria. Voilà, j'ai commencé ma première musique andalouse que نحب بزاف l'andalou et chabé le patrimoine diana. Et je le fais toujours. Maintenant, avec le confinement, on ne peut pas faire des galas, des mariages. C'est très difficile. C'est très dur parce que l'artiste, qui يتنفس sur scène, ما كاينش كيما la scène. نديروا des vidéos sur le net, ok, mais la scène, elle est le magique. public, il vous manque. Le public, exactement, et voilà, la scène, elle est magique. Magique, et j'espère qu'on va bientôt la retrouver. Inch'Allah, vous retrouver vous-même sur scène. Inch'Allah, en attendant, on va sur revenir. des enregistrements, de nouveaux enregistrements, Inch'Allah. Oui, vous avez fait aussi des clips. Là, on va revenir sur justement ce fameux clip من غيرك يا دزاير. Dans les hauteurs, pardon, de Shri'a. Vous êtes parti dans les hauteurs, voir un autre panorama cette fois-ci, mais c'était toujours pour chanter votre amour au pays. Exactement, c'était un clip comme ça, Khfif, qui m'a rendu une vidéo pour, voilà, pour cette chanson, pour les occasions de l'Algérie. Voilà, on va le voir ensemble. Inch'Allah, bien sûr. Allez, on y va à travers cette belle chanson.
Une très belle chanson. Vous nous avez donc permis aussi de se balader à travers votre voix, à travers aussi nos paysages algériens. Algériens cherchelois, les auteurs de Sharia, Lida, et le Hadjrat Nos aussi. Voilà, Hadjrat Nos qui est cher à votre cœur. Exactement. Et bien sûr à la région de Cherchel. Toute la région de Cherchel. Voilà. En parlant donc de musique, on parlait aussi donc de vos projets, on parlait aussi de tout ce que vous avez fait, les festivals aussi, donc de musique andalouse. Vous avez participé. J'ai fait beaucoup de festivals avec l'orchestre national, le festival international de la musique ancienne et antique. Et andalouse, voilà. Avec Rachid Gerbas, pendant 4 ans ou 5 ans, je participe toujours dans le festival international de la musique ancienne et le festival de la musique Malouf. Voilà, la musique andalouse, c'est toujours la musique ancienne. Voilà, pendant et en attendant, vous produisez toujours des singles à chaque fois. Oui, j'aime bien la fusion. Moi, j'aime bien la fusion. Bon, j'aime pas parler beaucoup à les projets, mais j'aime bien l'andalou avec un autre souffle moderne. Très bien. Voilà, pour qu'il passe dans l'oreille des jeunes. Aujourd'hui, exactement. C'est vrai. Parce que le jeune, l'ancienne, comment dire, l'ancienne musique ou je sais pas, la façon ancienne, il n'accepte pas, franchement. Moi, personnellement, j'aime bien le moderne et un autre souffle. Ça dépend, c'est les goûts et chacun, bien sûr, sa façon. C'est bien. Donc, de présenter, bien entendu, sa voix, ses textes et surtout cette mélodie. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous êtes une ambassadrice de la ville de Cherchel. À travers sa musique andalouse, arabo-andalouse. On vous souhaite bonne chance. Inch'Allah, merci. En espérant que vous aurez bientôt un album. Le premier, il sera en exclusivité sur Canal Algérie, bien sûr, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci, ça m'a fait plaisir, Amel. D'être venu de Cherchel, spécialement de bon matin. Exactement. Et pour en tout cas donner des nouvelles à vos fans et surtout tous ceux qui aiment la musique arabo-andalouse. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt, Inch'Allah. Et on va continuer notre programme. On va s'intéresser aux startups à présent. On va commencer tout de suite à travers ce reportage signé Naïma Loualish qui nous fait découvrir un incubateur et en attendant de retrouver bien entendu nos start-upers porteurs de projets pour parler santé cette fois-ci. مرحبا بكم. اليوم راكم في متحف خانجة. Dans les souterrains de Bel-Abbès a fleuri depuis les années 2000 un musée des marionnettes qui rassemble quelques 1000 pièces entre poupées et figurines. L'endroit improbable se trouve être une cave d'un bâtiment populaire rendu viable grâce à la solidarité du voisinage d'avec ses propriétaires. Il y a des outils pédagogiques comme une bibliothèque, des trucs, des CD pour les gens qui sont intéressés à l'art de la marionnette. Et c'est un lieu de rencontre où on organise des petits spectacles de marionnettes et des concerts de musique. Et c'est un lieu où on reçoit beaucoup de visiteurs, à peu près de toute l'Algérie, je pourrais dire. Nommé antiquement Ranja, le musée se présente comme un espace hors du temps. Ces personnages de papier mâché, de cuir ou de bois sont soit offerts, soit achetés ou simplement fabriqués sur place. De l'Afrique aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Europe, ces marionnettes qui possèdent tout un petit nom viennent de partout et servent à inspirer des spectacles joués ici ou ailleurs. أنت هو الكاميرمان؟ شوف صورني تصويرة هاك. لا شوف نعرف نشطح ونعرف ندير كذلك الأكروباسي.
Premier musée des marionnettes en Algérie et même en Afrique, Ranja a encore de beaux jours devant lui, d'autant que l'art de la figurine est d'ores et déjà transmis de père en fils. J'ai vu pas mal de spectacles de marionnettes de mon père et d'autres artistes et j'ai aimé ce métier parce que ça demande beaucoup de concentration et c'est une passion et c'est pas facile de manipuler les genres de la marionnette, un fil, la gaine et surtout j'aime bien la marionnette amarote qui est très difficile, manipulée par le comédien qui est le comédien et le manipulateur en même temps. Double costume, c'est une création de mon père et c'est très beau de voir ça dans le spectacle pour les enfants parce que c'est de la magie de la marionnette, c'est de la magie théâtrale et voilà comment ça fonctionne. Bien que ce musée ne soit pas tout à fait visible au grand public, il n'en demeure pas moins qu'il soit régulièrement fréquenté et par les écoliers et par les initiés. Au demeurant, Ranja a tout à gagner s'il regagnait les lumières. Voilà, c'était donc le musée des marionnettes et on va parler justement de cet univers des enfants. L'univers des enfants qui, malheureusement, certains souffrent de maladies, souffrent aussi de douleurs. On va beaucoup parler donc de cette start-up qui a été mise en place par 2 jeunes et surtout une nouvelle application qui va donc tester la douleur surtout des enfants malades. Alors avec nous, monsieur Sami Chagar, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Faisal aussi douce, bonjour. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Vous êtes aussi porteur de projet. Vous êtes tous 2 informaticiens à la base. Oui, c'est cela. Sami, c'est l'informaticien. Moi, je suis un anesthésiste. Oui. Vous avez fait aussi informatique à la base. Oui, ma première formation, c'est l'informatique. Voilà. Après, j'ai fait l'anesthésie. Alors, j'ai combiné les 2 spécialités pour créer notre start-up. Vous avez donc côtoyé des enfants, vous avez côtoyé donc, des malades qui... Vous avez décidé donc de travailler sur ça. Oui. En premier lieu, on a créé TechGraph qui était la start-up dans le domaine de la santé. On a plusieurs solutions. Notre première solution, c'est un système pour prévenir les erreurs médicamenteuses en anesthésie et réanimation. Très bien. Après... c'est-à-dire quand il y a une dose qui est un peu plus supérieure ou pas. C'est pour ne pas mélanger entre les seringues d'anesthésie. Très bien. Et on a même développé une version électronique qui utilise des technologies avancées, l'IoT, l'intelligence artificielle. On a participé dans plusieurs salons internationaux, à Vivatech Paris, Jitex Dubaï. Et comment est-ce que vous avez donc décidé de participer comme ça, donc avec une innovation? Oui, c'était bon. Parce qu'on est à l'ère de l'innovation, on est à l'ère du numérique. Et les technologies, surtout ce qui concerne l'IoT, l'intelligence artificielle. Mais notre but, c'est de représenter l'Algérie dans ces événements. Voilà. Et surtout, améliorer certains services et surtout apporter votre aide. Comme là, au niveau des hôpitaux, c'est soulager les patients, soulager les malades et surtout leur éviter de souffrir de douleurs, par exemple. Et si on parle de Smile C, l'idée de Smile C, c'est un bracelet qui peut détecter et mesurer la douleur chez les enfants cancéreux. Voilà. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est la mesure de la douleur. C'est très important et normalement, on ne doit pas donc, laisser un patient souffrir de douleur. Oui. Surtout chez les enfants cancéreux parce que les enfants ne peuvent pas exprimer leur douleur. C'est pour cela... ce bracelet va aider les médecins et les parents, même si l'enfant est à domicile. Les parents peuvent savoir le taux de la douleur
alors là, ils peuvent donner la bonne dose d'analgésie ou bien d'antalgique pour l'enfant. Voilà. Alors, on va poser la question à Samy. Comment est-ce que vous avez donc travaillé à votre ami? D'abord, c'est une amitié, je suppose. Hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Genre, باش تنجحي في هذا الاخر الفوت تكوني توجور تخدمي في ان جروب وحدك ما تقدري ديري والو. الوغ تلاقيت انا وفيصل بدينا نخدموا انا جوغ بريسك 2 اني كيف رانا عامين كيف في هاد العامين خدمنا بليزيور بروجي من بينهم دوكا سمايل سي اللي رانا نخدموا فيه كوم ايكيب. هذا الشيء اللي خلانا توجور انا بلي كومبيتونس تاعي ميم فيصل ميم لي كومبيتونس تاع ليكيب تاعنا جوغ رانا بريسك رانا في 7 بيرسون 2 بيرسون سون على ليترونجي. يا كندا وي حمزه يا كندا اي شعيب يا ستوكهولم. الوغ هذا الشيء باش تعرفي بلي الجو الكولابوراسيون مش شرط نكونوا اون جروب مع بعض نقدروا نخدموا ميم ا ديستانس وبداو يخمموا هذوما لي 2 بيرسون انهم يرجعوا لهنا لالجيري باش ان شاء الله نكملوا ونمشوا في هذا البروجي et surtout innover dans d'autres domaines. Là, vous avez touché au secteur de la santé. Vous voulez peut-être encore rester dans le secteur de la santé, mais vous avez plein d'idées dans la tête puisque vous avez participé avec plusieurs innovations. Vous avez déjà le premier prix, c'est ça, à Caton, Algérie à Caton. Non, Algérie à Caton, on a eu le prix d'une application. Oui, d'une application, c'est dernièrement. C'est une application qui peut limiter la propagation du coronavirus. Voilà. Ce hackathon a été organisé par le FCU, le Forum des chefs des entreprises. Alors, on a eu le premier prix pour dans l'économie, dans le track économie. C'est une application qui peut limiter la propagation du corona, surtout dans les établissements, dans les entreprises et même dans l'université. Expliquez-nous comment est-ce que cette application je laisse Samy parce que c'est lui qui a participé. C'est très facile. Genre, دوكا كي برانا نشوفوا لي كا شاك جور راهم يزيدوا. وعلاش؟ باسكو اون بيرسون تكون كونتاميني ما على بالناش مع متلاقات هذوك العباد الاخرين. الوغ واش خممنا؟ شاك ايتابليسمون شاك يونيفرسيتي شاك سوا تكون بيبليك او بيان بريفي راح تكون عندها ان كود كي خاص بها. الوغ باش تحمي سوا لي زومبلوي تاعها او بيان لي فيزيتور. وعلاش دوكا لي زونيفرسيتي راهم مغلقين؟ باسكو خايفين يزيدوا لي كا. الوغ شاك ايتيديون يجي داخل لونيفرسيتي ان سامبل سكان احنا عرفوه في ذاك المومون باللي راه كانوا مع العباد اللي كانوا معاه اون كاو نسيو نكونفيرميو باللي واحد فيهم عنده الفيروس تري فاسيلمون نعرفوا لي بيرسون اللي كانوا معاه او ميم اندروا او ميم طون. دوكا ما على بالناش مثلا انا عندي كورونا شكون اللي تلاقيتهم؟ هذاك هو البروبليم. مي كي نكونوا عارفين لي بيرسون اللي كانوا معنا او ميم اندروا نقدروا نليميتيو فريمون البروباغاسيون تاع هذاك الفيروس. هذا الشيء راح يعاون ليكونومي تاعنا لي زونيفرسيتي يرجعوا يخدموا لي زيتابليسمون ثاني كيف سوا بيبليك سوا بريفي. بارتيسيبينا داريامون في الهاكاثون هذا الحمد لله 3 جور يعني يعطيهم الصحه جي الاف سي او كاع لي زورغانيزاتور تاع هذا الهاكاثون عاونونا ومشاو معنا في الاخر جوسكا لافا الحمد لله يعني. C'est une application qui a aussi été aussi brevetée à l'étranger mais dans un autre registre. C'est-à-dire détecter par exemple la personne atteinte à distance comme ça. On arrive à la tracer. Oui, génial. هاد ليدي جاتنا ابخي من داروا علي بابا داروا ان ابليكاسيون لي شينوا خدموا ان ابليكاسيون باغاي كيما قالوا وعاونت بزاف في الليميت تاع الفيروس. الوغ حنا سينا درنا ان كونتكست الجيريان والحمد لله خدمناها ومشينا فيها وان شاء الله ماذا بينا نشوفوها في لي زونيفرسيتي تاعنا نشوفوها في لي زيتابليسمون تاعنا تري بروشينمون باش Exactement. Pour essayer donc d'arrêter la propagation et agir rapidement. Une fois qu'on détecte la personne donc atteinte, on arrive aussi à trouver et tracer toutes les personnes qu'il a pu fréquenter durant cette période. Alors, vous avez eu aussi un prix à l'Envredette. Premier prix, hein, je me trompe pas. C'est avec Smile C, oui. D'accord. C'est avec Smile C. Smile C, c'est le bracelet connecté. Le bracelet connecté. On a eu d'abord le premier prix d'innovation à Marrakech, c'est au Maroc, en mars 2020. C'est au salon Officine Expo. Il y avait plusieurs startups qui ont participé, soit de l'Europe, de l'Afrique, mais on a eu le premier prix de Bravo, hein, qu'est-ce qu'on peut vous dire que on est fiers de vous parce que vous avez représenté l'Algérie et puis vous avez été premier et parmi ces innovations, ça a été une innovation qui a plu, qui a séduit aussi le jury. Oui, on était les seuls représentants de l'Algérie et aussi après ici en Algérie
On a aussi participé dans le ID Tour organisé par l'Envrodette et le DGRST, c'est la Direction Générale des Recherches Scientifiques. Oui. Il y avait plusieurs chercheurs, il y avait plusieurs participants et on a décroché le premier prix aussi avec Smile C. Bravo, parce que l'Envredette, on a l'habitude aussi de les recevoir. Ils encouragent justement des porteurs de projets, des gens qui ont un projet universitaire à continuer leur recherche et surtout à prouver donc, dans le domaine de l'innovation. Parce que madame, c'est encourager les jeunes justement. Genre qui تكملي لا فاك ماستر 2 bien doctorat mais تبقاي جور كي حابه تدخلي لهذا الدومين مي ما كانش اللي يقيدك لونفغودات راهم دايرين انيسياتيف باش يديروا شاك يونيفرسيتي تكون فيها ان انكيباتور باش يعاونوا لي جان اللي حابين يدخلوا الموند دونتربرونيا انهم يرياليزيو لي بروجي تاعهم وان شاء الله وعلاش لا يوليو يسوقوهم في المارشي الجيريان. Pour le développement de notre pays. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez fait toutes ces découvertes? Vous les avez brevetées, j'imagine, au niveau donc de l'INAPI. Bien sûr. On est en train le premier innovation تاعنا اللي breveté drag labels soit national et international. Même قدرنا حتى نخرجوا المارشي افريكان. هنا في الألجيري. Vous êtes passé à l'industrialisation et la distribution. Oui, le premier projet c'est un produit. C'est quoi? C'est Drag Label, c'est un système pour la prévention des erreurs médicamenteuses. Ah, très bien. Ça, ce que vous nous avez dit pour ce qui est donc de proposer puisque vous êtes anesthésiste. On a déjà commercialisé. C'est le premier en Algérie, même en Afrique. Il y a d'autres systèmes ailleurs, mais en Afrique, c'est le seul et le premier. On a déjà commercialisé à des pays africains. Et même la version électronique, on est en train de la développer avec Cisco Dubaï. Le centre d'innovation de Cisco à Dubaï. Et dites-moi, c'est quoi le principe, par exemple, de cette innovation, cet appareil? Est-ce que c'est un appareillage sophistiqué? Est-ce que c'est, bien sûr, lié informatiquement avec... par exemple, c'est une poche, c'est ça c'est tout un système avec un tableau de bord, avec des objets, c'est des rings. C'est des connecteurs peut-être. Oui, c'est des objets connectés. L'anesthésiste va les mettre sur les seringues. Très bien. Alors, il y a un système derrière qui va, genre, les informations تاع الباتيون يكونوا في هذاك السيستم. Alors, c'est par exemple le patient قال voilà, il faut pas t'injecter le drogue parce que qu'il y a des causes. D'accord. Va lui alarmer directement que ce produit n'est pas adéquat avec ce patient. Et même, il y a un système qui est basé sur l'intelligence artificielle. Il va aider l'anesthésiste à faire les bonnes décisions. Au cours et pour ça, il faudrait que justement l'anesthésiste ait des notions en informatique, fasse une formation. Oui. C'est même de mon expérience dans le bloc opératoire, l'anesthésiste travaille avec plusieurs appareils. Exactement. Donc, il a l'habitude de travailler avec ce type d'appareil. Alors notre système, c'est très simple, c'est très facile à utiliser. Comment est-ce que les médecins ont donc pris en charge cette innovation? Comment est-ce que vos collègues surtout vous ont encouragé? Bon, ils ont aimé bien ce qu'on est en train de faire, surtout soit pour le système qui prévient les erreurs médicamenteuses. Même on a fait, on a fait des rencontres avec des professeurs à Sétif, à Constantine et même à Betna. Ils ont aimé bien ce qu'on est en train de faire, soit pour le premier système qui détecte, qui prévient les erreurs, ou bien le deuxième système, le bracelet connecté. Même on va faire des expérimentations à l'hôpital normalement de Constantine. Parce que madame, c'est un domaine de recherche ويحتاج انه وحدنا ما نقدروش لازمنا دي بروفيسيونيل. الحمد لله يعني فوالا حيمشيو معنا في هذا ليطاب ومشينا ديجا بخطوه قدرنا اننا في ليطاب وين رياليزينا لو بروميي بروتوتيب رانا نسيو نديفلوبيو فيه. ميم ثاني رانا في الكوتي دو ريشيرش ماذا بينا ان شاء الله نزيدوا نلقاو دي بروفيسور واحد اخرين اللي يعاونونا في الدومين دو لا دولور وميم ان شاء الله ثاني ليطا تاعنا تكون معنا وين يسهلونا باسكو حنا كوم دي جان
وعلاش ماذا بينا نريحوا لهنا في الجيري ماذا بينا نعاونوا البلاد تاعنا وعلاش نروحوا. Bien sûr. Pimenta, vous êtes informaticien, vous avez fait des études dans le domaine de l'informatique et vous touchez à la médecine à présent. Oui, parce que l'informatique est partout. Vous formez? Oui, bien sûr, madame. Genre, ما كانش المره الاولى خاص في بالي الدومين de la santé, mais كي دخلت لقيت بلي فوالا l'informatique تلقاها partout. في l'environnement, partout. Aujourd'hui, on doit s'adapter, on doit tout numériser et ça facilite bien sûr le travail aujourd'hui. Bien sûr. Un temps réel aussi, un temps gagné sur certaines choses. Oui, totalement. Par exemple, aussi dernièrement, on a reçu plusieurs propositions des sociétés chinoises, des leaders de la technologie, qui ont proposé de développer ce bracelet, mais ailleurs. C'est pas ici en Algérie, mais on a refusé. On veut développer ici. Bien sûr. Oui. Inch'Allah avec l'embrodette, parce que le bracelet, vous l'avez donc fait au départ de manière expérimentale, mais maintenant vous allez le développer, passer à l'industrialisation. À l'industrialisation. Et ça se passe comment en ce moment? Vous avez vu des entreprises? Oui, on a vu des entreprises. Déjà, comme je vous ai dit, on a eu des contacts avec un leader de la technologie chinoise. C'est un leader. Bon, mais ils veulent qu'on développe ça chez eux, à l'étranger. Vous avez voulu? On a dit qu'on veut développer ici en Algérie et qu'il sort au nom de l'Algérie. D'accord, d'abord. Et ensuite, vous pourrez avoir des négociations peut-être pour exporter. Pour exporter, oui. Voilà, c'est votre démarche. Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, les projets, ça, je vois, vous en avez beaucoup. Ça ne s'arrête pas, vous testez, vous améliorez, vous mettez en service et vous expérimentez au niveau des hôpitaux. Donc, pour ce bracelet connecté, par exemple, vous l'avez testé dans plusieurs endroits avec des enfants? On va le tester si prochainement parce que, bon, les tests, comment dire, les tests... à petite échelle, les tests des récepteurs et tout, c'est bien, mais on va le tester dans les hôpitaux, mais à cause du coronavirus, de l'épidémie. Même ce qu'on voit aujourd'hui, que les enfants cancéreux ne peuvent pas aller pour avoir leur traitement. Parents, parce que en général, ces enfants sont immunodéprimés. Donc, c'est pas bien de les ramener aux hôpitaux. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Et là, on peut voir l'importance de notre bracelet, car ce bracelet il peut être utilisé même à la maison. D'accord. Oui. La maman ou bien les parents peuvent savoir le taux de la douleur de l'enfant et on prévoit même de détecter la douleur émotionnelle de l'enfant. C'est bien sûr grâce à des algorithmes très développés de l'intelligence. Je n'arrive pas à imaginer, je me posais la question, si on pouvait donc évaluer cette douleur, à quel niveau on l'évalue? Est-ce qu'au niveau veineuse? Oui, madame, donc l'état actuel ou la méthode actuelle اللي راهم يتيليزيوها كاينين دي ميثود سوا ديشال باغ اكزومبل اللي يستعملوهم سون دي زيشال مي الحمد لله حتى المطورة الحالة كاينين لي نوفال تكنولوجي عندنا دي كومبيتونس كيما قلت لك عندنا 7 بيرسون دي جيني دي داتا ساينتيست دي ديفلوبور الحمد لله يعني متمكنين من الدومين باغ اكزومبل عندنا بلال راهو يدير في الماستر تاعو في هارفارد حمزه راهو في كندا ستاند داتا ساينتيست شعيب كيف الوغ دي كومبيتونس الجيريان قادرين يديفلوبيو هذا الشيء باسكو الفو با تحقري الجيريان يقدر يدير وي ان شاء الله حنا لي زيشال اكتيال نسيو ان شاء الله نابليكيو عليهم لي نوفال تكنولوجي. En général, les médecins travaillent sur des échelles de 0 à 10. Et ils travaillent avec les enfants, ils leur disent c'est quoi la douleur, ça te fait mal un peu plus, etc. Et l'enfant, quelquefois il sait, quelquefois il est trop jeune pour pouvoir donc tester sa douleur, exprimer sa douleur. Instantanément, c'est la détection avec les méthodes actuelles, c'est juste je suis devant l'enfant. C'est ça. Si je pars même, si l'enfant ne sent pas la douleur maintenant, mais après il peut sentir la douleur, mais notre bracelet il va détecter la douleur en continuité. En continuité, c'est-à-dire le moment où l'enfant il aura la douleur, le bracelet va indiquer que l'enfant il a la douleur, le taux de la douleur, quel est même le bon antalgique à donner à l'enfant. Et ici il y a une règle, c'est de donner le bon
médicaments au bon moment. Voilà. Mais ça, vous parlez des enfants cancéreux, mais vous pouvez parler aussi de toutes les douleurs en général. Tous les patients qui pourraient souffrir d'une douleur quelconque, non? Oui, pour le moment. Donc, les statistiques actuelles, on a plus de 300 000 enfants cancéreux par an. Wow. Chaque 3 minutes, c'est pourquoi vous avez d'abord commencé par genre quand tu fais la côté marché, c'est un grand marché. يعني بزاف les enfants راهم يعانيو. 300 000 enfants par an. Chaque 3 minutes, il y a un enfant qui détecte le cancer. Mais on a commencé d'abord avec les enfants parce que c'est eux qui ont mal à exprimer leur douleur. C'est vrai. Mais après, on va passer surtout aux adultes et même aux vieillards parce que même les vieux souffrent aussi. Ils ne peuvent pas aussi s'exprimer tout le temps. Comme je vous ai dit, on pense même à détecter la douleur émotionnelle, c'est-à-dire c'est grâce aux habitudes de ces malades, parce que s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, s'il n'y a pas beaucoup d'activité, alors on va avec un algorithme qui peut détecter que cette personne peut-être elle a une dépression, ou bien elle sent mal. Voilà. Soit de la douleur physique ou la douleur psychique. Alors on aurait aimé voir tout ça. J'espère qu'un jour on vous verra comme ça à l'œuvre. On viendra faire un reportage pour mieux comprendre et permettre aussi aux téléspectateurs de comprendre dans l'univers dans lequel vous baignez et quels sont donc les impacts de cette technicité, cette technologie sur la santé bien sûr de l'individu. Vous avez choisi l'informatique qui va aujourd'hui qui a ouvert énormément de portes et surtout pour faciliter, pour le test aussi et surtout la mesure donc, de la douleur. Ça, c'est un exemple. Mais vous avez plein d'autres innovations. Bien sûr. Parce que madame, nous sommes une équipe. On a presque 11 personnes. On travaille... cluster. Genre un cluster. في عاد ما نروح كل واحد يروح وحده ما نقدروش. Alors تروغروبينا au même place. وعندنا plusieurs projets. Par exemple, في الدومين e-commerce, déjà c'est bon, راهو fonctionne à العلمة أو الدوسيتيف. C'est une plateforme déjà. On a d'autres, par exemple, dans le domaine médical, on a avec Smicy, on a une équipe qui travaille عليه. Alors, qui se regroupe avec des équipes مليحة. En tout cas, c'est un plaisir de vous entendre parler de toutes ces innovations et surtout que vous n'arrêtez pas. Votre cerveau n'arrête pas de travailler. La matière grise est là. Ces jeunes sont là pour essayer donc d'apporter des solutions, des innovations à certaines difficultés du quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un dernier mot pour chacun. Allez-y. Bon, un dernier mot. Mon message est pour tous les jeunes algériens. N'arrêtez pas à travailler. Notre but, c'est de développer notre pays. On veut rester ici en Algérie, on ne veut pas aller ailleurs. Travailler. Voilà, c'est très bien, un beau message. Ça, c'est la motivation, c'est l'adrénaline. Voilà, pour moi, أنا نقول ثاني كيف ما كاش حاجة مستحيل. Il faut juste تخدموا وإن شاء الله نلقاو الجوغ كما يقولوا ان اسباس اللي نقدروا نخدموا ونطوروا ونلقاو اللي يعاوننا وماذا بينا ان شاء الله نلقاو اللي يعاوننا باسكو من داك تلحقي دي بوين وين يكون عندك دي زوبستاكل باسكو ان جون. Et le fait d'avoir eu tous ces prix, c'est que un encouragement et surtout une reconnaissance de votre travail. باش تخرجي à l'extérieur وتمثلي l'Algérie وتكون انت هي الوحيد, c'est un plaisir والحمد لله. En tout cas, bravo à vous. Merci à vous. On est très content de vous avoir reçu. Bonne chance pour ce que vous faites et on viendra voir un petit peu ce que vous faites. Vous êtes les bienvenus. C'est gentil. Merci beaucoup et bon courage. Je rappelle Sami Chagar, vous êtes donc le porteur de projet, informaticien donc de formation, et Faisal Douce, vous aussi vous êtes ce porteur de projet, donc de nombreuses innovations. Vous êtes anesthésiste, formation aussi informatique au début, et donc vous avez pu trouver toutes ces innovations en travaillant ensemble. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette détente musicale avec Hayat Zarrouk qui chante Lahna.
qu'on apprécie énormément en espérant bientôt la recevoir. Et ben, on va parler tout de suite aussi d'un savoir-faire, un savoir-faire bien de chez nous. On a parlé d'innovation, on parle aussi de nos artistes qui excellent dans le domaine donc, de la production et surtout du savoir-faire avec beaucoup d'hommages et de respect envers nos aînés. Et bien, c'est le cas de notre invité Adel Kirouani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. C'est le mec, vous êtes artiste sculpteur. Oui, voilà, je me suis un petit peu orienté vers la sculpture. J'ai fait un peu de musique avant, j'ai fait autre chose. J'ai fait du dessin, de la peinture. Des études de commerce De commerce, classique. C'est une autre vie qu'études de commerce. J'ai bien avancé dans ma carrière autre, mais là, ça y est. Vous avez découvert que finalement, vous étiez fait pour l'art, pour tous ces travaux manuels. Voilà, vous touchez beaucoup à la terre, à la terre glaise, à toutes ces matières qui sont des matières nobles aussi. Oui, c'est les plus anciennes en fait, qu'on travaille la terre depuis la nuit des temps, depuis qu'on existe. Exactement. Voilà. Donc c'est retour aux origines de l'humain d'abord. C'est vrai. Et nos origines à nous, parce que l'activité artistique que j'essaye de faire, en ce moment, j'ai le besoin viscéral de travailler la mémoire de notre pays. J'arrive pas à faire autre chose parce que je suis attiré par d'autres types d'expressions artistiques, l'art conceptuel, l'abstrait, etc. Oui. Mais là, je suis dans le figuratif. Et vous n'avez jamais fait donc de formation, vous n'avez pas eu de formation académique. Vous n'avez pas fait l'école des beaux-arts, l'école de sculpture. Autodidacte. À l'époque, je voulais faire les beaux-arts parce que j'étais dessinateur jusqu'à l'âge de 13 ans. Je faisais des portraits. J'ai arrêté parce que j'avais trop de commandes, trop de photos de personnages à redessiner. C'est devenu un travail à 13 ans. J'ai arrêté. Je suis passé à la musique. Même je suis passé ici à la chaîne 3. À l'époque, je faisais un peu de musique. J'étais étudiant. Et puis j'ai organisé un peu quelques festivals dans Khorja, dans... Vous étiez artiste dans l'art. Toujours. Donc, et puis j'ai eu ma carrière classique. Je suis devenu cadre dirigeant petit à petit, spécialisé en marketing, communication et gestion de manière générale. Je suis même arrivé à faire un peu DG. Mais la chasse naturelle, il revient au galop. Voilà. Vous avez eu besoin de revenir à cette formation, cette envie, cette passion qui vous habite. Artistique. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde d'avoir une petite activité, même s'il n'est pas artistique. C'est vrai. C'est un petit peu artisanal. Ça soulage tellement. Pour les gens qui travaillent dans un bureau, etc., ils ont du stress et c'est immatériel, donc c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, beaucoup de relations avec les autres. C'est vraiment s'évader. Quand on fait quelque chose, à l'instant T, vous avez l'impression que le temps s'arrête. Voilà. Alors, est-ce que vous faites beaucoup de visites de musées? Parce qu'il y a de la matière, oui, il y a des inspirations à avoir. Vous allez, par exemple, ce matin, on a parlé de Cherchel et on a parlé, bien sûr, de cette belle collection de statuettes, de statues, de bustes, de têtes, etc. C'est magnifique, ça a été très bien réalisé. Ben oui, mais vous savez, l'histoire de l'art ne se termine jamais. Elle n'a presque pas de début. Donc, elle a débuté avec l'être humain. Moi, je regarde, y compris les reportages où on remonte au berceau de la civilisation, aux Mésopotamiens, aujourd'hui, à l'art moderne, à la Renaissance, etc. Et l'évolution de l'art. Et l'évolution de l'art. Voilà. Mais la sculpture, c'est très vieux. Dans la sculpture, quand vous voyez le plissage extraordinaire de certaines textures de tissus. Surtout les drapés. Sur les drapés, moi je trouve ça fabuleux. Ah oui, on retrouve ça surtout à l'époque de la Renaissance. Les Italiens, etc. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et c'est l'art de la technique aussi. Il y a des techniques qui changent, qui évoluent, on réinvente. Eh bien, on va vous voir à l'œuvre, puisque notre journaliste Sabrina Khlifi vous a rencontré. Oui, effectivement. Et elle a eu plaisir à réaliser ce reportage avec vous. On vous voit d'ailleurs travailler la terre glaise. On y va à travers ce reportage signé Sabrina Khlifi. Je m'appelle Adel Kirouani, j'ai pris comme nom d'artiste K, tout simplement pour Kirouani. Et voilà, je suis artiste sculpteur depuis, on va dire, 2 ans. Une passion que j'ai découvert fortuitement. Un concours de circonstances où je me suis retrouvé à faire des sculptures petit à petit. Et voilà, aujourd'hui je fais l'Arbi Ben Mehdi, qui a un travail en cours. Et le résultat sera comme la sculpture de Amir Abdelkader que vous avez vu à la mairie d'El Biar. Et à la base, moi je ne suis pas sculpteur. Je suis devenu sculpteur de manière intuitive
autodidacte, j'ai appris tout seul, faisant beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentation. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et voilà, maintenant je me consacre à ça. Ma première passion, c'est les personnages d'abord, donc l'art figuratif. Mais je développe aussi autre chose, des choses pour d'autres usages tels que les enfants, etc. Je suis diplômé en commerce international, puis j'ai fait une spécialité en marketing. J'ai travaillé beaucoup dans les entreprises, y compris publiques, y compris privées, nationales ou internationales. Aujourd'hui, je suis consultant pour une ou deux entreprises à mi-temps. J'essaie d'aller de plus en plus vers la sculpture et d'essayer de me consacrer à 100% à cet art-là. Au début, c'est une anecdote, en fait, c'était une théière. C'est une théière géante que j'ai commencé à faire, donc j'ai découvert de nouveaux matériaux parce que je suis fils de menuisier. La fibre de bricolage, elle était déjà là. Et avant, quand j'étais jeune, j'étais dessinateur, portraitiste. Donc les deux étaient là, à la base, comme premier skills. Et j'ai commencé à faire cette théière-là. Et j'avais un ami, lui était dans les directeurs artistiques, dans les agences de communication, qui m'a vu faire la partie déversoir de la théière qui a nécessité de la taille sur polystyrène. C'est à partir de là où il m'a dit, le prochain, tu vas prendre de l'argile et tu vas commencer à modeler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire Woody Woodpecker en mini, puis je l'ai fait en géant, plus grand que celui-là. Et puis de fil en aiguille, j'ai essayé autre chose, j'ai essayé des personnages de manga, puis je me suis attaqué à l'anatomie humaine, qui reste en sculpture la chose la plus difficile à faire, dans le visage humain. Autre chose que je fais, qui n'est pas dans l'artistique pur, mais c'est autre chose, j'ai créé une série de figurines qu'on a vues sur le plan, et c'est des figurines des super-héros pour les enfants, à colorier. Donc, ils sont en blanc, dans un plâtre spécial. C'est un plâtre qui accepte toutes les couleurs, donc à l'huile, peinture à eau, l'acrylique, même un solvant, bon, c'est pas bon pour les enfants. Et aussi les feutres avec de coloriage. Et les enfants vont s'approprier l'objet, qui connaissent le super-héros, connaissent l'univers, mais ils vont laisser cours à leur imagination pour colorier différemment et surtout découvrir les profondeurs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'apprentissage, on fait du coloriage en 2 dimensions. Et ils ne connaissent pas les enfants. Et alors c'est très important pour le développement du cerveau de l'enfant qu'il puisse découvrir les profondeurs, donc la 3D. Parce que l'univers que Liaouaïch fait, il est en 3D. Donc avec ces produits de coloriage, le but c'est d'organiser des ateliers de coloriage. Le premier va être, Inch'Allah, à la bibliothèque Talbiat, et généraliser le concept pour que les enfants puissent découvrir le coloriage en 3D et en plus s'amuser. Et plus tard, pourquoi pas faire des canevas en 3D, en relief, pour les parents, pour que les séances deviennent parents-enfants. Ça va les rapprocher et c'est très ludique et c'est aussi très apaisant. Tout le monde m'a encouragé à poursuivre, à essayer de faire. Donc j'ai commencé à faire des choses. J'ai fait un grand tableau en bas-relief de 3 mètres sur 2 mètres pour la route de Kharrata. C'était l'inauguration, la commémoration du 8 mai 45 en 2018. Donc j'ai fait un autre portrait de Shahid Mohamed Raïs et j'ai fait celle de Amir Abdelkader dans la ville El-Bia. Et aujourd'hui, j'ai pour ambition d'en faire beaucoup. Et l'un de mes projets, c'est l'Allée des Mémoires. L'Allée des Mémoires, c'est une exposition mobile qui va de ville en ville, de jardin en jardin, d'espace en espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et qui va résumer, nous exposer plein de personnages d'Algérie, de tout temps, de tout horizon, quel que soit leur combat ou leur réalisation. Le plus important, c'est que les Algériens puissent se retrouver dans la diversité. La diversité, c'est notre richesse. Et il est grand temps maintenant qu'on promouvoie l'essentiel de notre richesse, qui est les enfants de l'Algérie. Voilà, on a pu voir en tout cas ces merveilles et surtout ce savoir-faire de notre invité ici présent, Adel Kirouani. On a pu vous voir à l'œuvre d'ailleurs avec différentes techniques aussi. Oui. Je vais vous poser la question en coulisses. Est-ce que vous êtes un autodidacte, vous avez appris à travers donc les livres aujourd'hui, le web peut-être? Le web, les livres, mais même les livres en version électronique.
Mais c'est de la recherche. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance par rapport à quand j'étais jeune, quand on s'intéressait à un sujet, il était très difficile d'avancer dans un sujet. Aujourd'hui, n'importe quel sujet, vous pouvez acquérir du savoir. Après le reste, il faut le demander. Exactement. En arabe, on dit « atlobol ilm ». Exactement. Il y a ce merveilleux buste donc, de l'Amir Abdelkader. Ça aussi, c'est une technique particulière parce que c'est blanc, ça est fait marbre, c'est ça? C'est un marbre reconstitué. Donc à la base, c'est une poudre de marbre. Après, il y a des liants chimiques et il y a une technique pour le ressortir comme si c'était une vraie pierre. Bon, on va plus vite, mais cette technique existe déjà. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai juste un peu personnalisée. Elle existe dans les musées du monde entier. Les plus grandes pièces sculptées, ce sont des copies faites comme ça. Les vrais, ils bon parce que ça détériore beaucoup et ça coûte beaucoup d'argent. Il faut protéger aussi les originaux. Dans les châteaux, ils font comme ça, un peu partout. Des reproductions. Des reproductions, mais moulées. Des reproductions moulées. Avec des marbres reconstitués. Donc cette technique, on peut nous donner plusieurs types de pierres, y compris quand on fait du moulage, on peut la sortir en différents types de métaux aussi. Voilà. Et puis vous étiez en train de réaliser aussi le buste donc, de l'Arabi ibn Mhidi, un martyr aussi qui a marqué bien sûr toutes les générations. Étant jeune, nous avions appris à l'école donc l'impact de ce héros. J'étais jeune à ce moment-là, donc beaucoup de jeunes s'identifient à l'Arabi ibn Mhidi. C'est ça. Et c'est ce que vous voulez justement inculquer aux jeunes, inculquer à beaucoup donc, de personnes. En menant un projet à bien, Inch'Allah, ça sera l'allée des mémoires, les enfants de l'Algérie. En fait, le projet n'est pas uniquement d'inculquer, mais disons plus de rappeler. Moi, j'essaie d'utiliser l'expression l'acte de mémoire. Et non le devoir de mémoire qui n'est pas notre expression. Mais l'acte de mémoire, on va plus loin. Ce n'est pas un devoir qu'on doit porter, mais nous sommes la mémoire. Donc d'où nous venons et qui nous sommes les enfants de cette terre, de tout temps, de tout horizon. Donc le projet de l'allée des mémoires, c'est une allée qui est mobile, qui va de jardin en jardin, par exemple le fond, jardin d'essai ou un autre espace clos, même fermé, qui expose plusieurs sculptures de bustes, de personnages de l'histoire de l'Algérie de tout temps et de tout horizon qui ont marqué leur histoire, marqué leur temps. Et c'est ça qui nous semble à la fin, la réponse, c'est celle-là. C'est les enfants de cette Exactement. mère patrie. Et le but, c'est que ça soit une exposition permanente qui va aller d'endroit un petit peu partout. Voilà, qui voyage. D'abord surtout en national, peut-être en international, mais surtout dans notre pays, de wilaya en wilaya, d'espace en espace, de jardin en jardin, de salle d'expo, etc. C'est un énorme travail que vous allez... C'est un énorme travail, mais il n'est pas aussi extraordinaire que ça. Il est très réalisable, donc ça fait, on va dire, un an et demi Vous aurez besoin d'espace. Oui, mais l'espace, notre pays est grand. On peut le trouver, surtout pour les versions extérieures. Pour ce qui est donc de votre travail, vous allez... Non, ça va. On travaille pièce par pièce. Les sculptures vont s'amonceler. Oui, on peut toujours avoir des espaces de stockage. Vous avez besoin de mécènes aussi? Oui, mais c'est surtout... ma venue aujourd'hui, c'est de passer un message solennel qui appelle d'abord tout le monde. Mais je vais le faire dans le bon ordre. Je vais commencer par faire l'appel à la présidence de la République et je demande officiellement son parrainage. C'est-à-dire, en commençant par le commencement, la plus grande institution du pays, c'est la présidence. Que ce soit le parrain officiel, Inch'Allah, s'il souhaite, de ce projet, de cette exposition. Puis les autres institutions peuvent se joindre à être mécènes. Et aussi tout le monde, même le secteur privé, tout le monde peut participer à aider, que ce soit par de l'aide directe ou financière ou autre. Ou logistique. Ou logistique, parce que une fois que le projet va démarrer, on va commencer à faire des caravanes et des tours. Peut-être que la première exposition sera Moufdi Zakaria, le palais de la culture, au ministère. Et après, on fera le tour. On pourra aller vers le jardin d'essai quelques jours, et après les sablettes, et après, le pays est grand, et on va aller dans toutes les villes, et dans chaque ville, on va exposer. On va commencer par 25 personnages. Et rappeler l'histoire. Et rappeler notre histoire, et se rappeler qui nous sommes. Et notre jeunesse d'aujourd'hui, donc, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de repères. Pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient. Et d'où on vient, c'est interminable, notre histoire. Les exemples de héros. En ce moment, on parle beaucoup de héros avec ce qui se passe, c'est historique, le retour des martyrs et des combattants.
On a toujours parlé des révolutionnaires et aussi on va continuer à parler des artistes, des écrivains, des performeurs, des gens qui ont fait peut-être un geste anodin mais qui ont marqué l'histoire, marqué les mémoires. Et aussi on parle des gens qui ne sont pas connus, et qui n'ont pas de nom. C'est Monsieur Landa. Vous avez déjà commencé et vous avez donc bien avancé? Un petit peu, parce que c'est difficile de faire tout seul. Donc maintenant le projet a besoin de se mettre sur pied. C'est ça, d'être porté. Il faut le parrain officiel et je ne vois pas mieux que la présidence parce que c'est un projet qui nous concerne tous. Ce n'est pas mon projet, c'est le projet de l'Algérie. Qui est l'Algérie? C'est ses enfants. Quelle est la meilleure richesse du pays? C'est les enfants. C'est vrai. D'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et vous avez justement travaillé avec les enfants. Oui. On a pu le voir dans le reportage. Il y a une partie pour la découverte. On leur a fait des choses. Pour l'initiation, surtout. Pour les attirer. À la 3D. À la 3D, c'est la peinture, mais pas sur une surface plane qu'ils connaissent déjà, mais sur les profondeurs. Donc ça les incite à s'intéresser à tourner l'objet, à le voir dans les profondeurs, comprendre c'est quoi l'univers dans lequel ils vivent, et ça les attire vers la sculpture, vers la peinture, vers d'autres activités, même non artistiques, mais tout le monde sait aujourd'hui que le plat, le digital, c'est l'ennemi du cerveau de l'enfant. Donc, des activités d'objets physiques, comme ça, il faut leur donner des jouets, il faut les laisser courir pour qu'ils connaissent les profondeurs. Tout à fait. Voilà. Et même les initier à la sculpture, pourquoi pas, parce donc que vous deviez faire des ateliers. Le projet n'est pas uniquement d'exposer et de dire, voilà la sculpture, voilà la biographie, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, on devra programmer des activités, des ateliers, des séances de discussion, inviter des historiens, des instituts d'histoire comme Tatora, le Biar et plein d'autres. Les institutions qui se sentent concernées par tel ou tel personnage, une tranche d'histoire de notre pays, ou des événements, etc. Et d'autres artistes. Voilà, d'autres artistes pour pouvoir compléter aussi. Voilà, on va enrichir les collections. Là-bas, c'est un buste, un personnage, voilà le repère temporel et de la personne, identitaire. Après, il y a les artistes qui vont s'exprimer. Il y aura des peintres, et il y aura des performeurs, il y aura des c'est important, les performances en milieu artistique. C'est très important. Voilà. Ça marque et surtout ça apporte une plus-value. Une plus-value, une dimension vivante. Tout à fait. Une dimension vivante à l'artiste et aux visiteurs. Aux visiteurs, le visiteur ne trouvera pas que des sculptures, trouvera une ambiance, du contenu vivant là-bas et du contenu sur le web, parce que le but c'est de faire un wiki aussi. Exactement. En parlant donc du matériel, c'est vrai qu'on a pu voir, on vous voit travailler avec cette terre qui est une terre assez malléable, une terre que vous achetez tout bonnement ici en Algérie. Oui. Bon, et le matériel particulièrement est plus difficile peut-être. Plus difficile. Certains outils, on les fait ramener de l'étranger, mais maintenant j'en suis arrivé à fabriquer mes propres outils personnalisés à l'ahsab quelle forme je cherche, etc. Mais le plus important, c'est les matériaux. Donc, on trouve en Algérie, mais c'est un peu difficile. On n'est pas beaucoup nombreux, il n'y a pas beaucoup de sculpteurs. Donc, j'invite les gens à s'intéresser. C'est l'une des plus vieilles expressions artistiques du monde. Donc, c'est vrai. Intéressez-vous. Il y a des sculpteurs qui travaillent sur la pierre, qui travaillent sur du brut. Façonnent. C'est encore difficile aussi. C'est difficile. C'est la méthode extrusive. C'est-à-dire vous allez extraire de la matière d'un tour, d'une bloc. Moi, je suis fils de menuisier, ébéniste, donc on sculpte le bois. Vous êtes habitué. Oui, j'ai toujours baigné dans ce qui était plus ou moins artistique, artisanal. Voilà. Et donc, voilà le message. Il est lancé. J'espère qu'il trouvera écho. Et Inch'Allah, en tout cas. Déjà, vous-même, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent déjà? On est séduit par cette belle initiative, l'allée des mémoires. C'est donc le projet que vous êtes en train de mener. J'espère qu'il sera porté par toutes ces personnes que vous avez interpellées. Là, bien entendu, la présidence, ces personnes qui sont là pour vous aider et vous encourager à faire preuve aussi de belles initiatives telles que la vôtre. C'est un projet qui ne verra jamais le jour si je reste tout seul. C'est pas possible. C'est clair. Je peux faire quelques collections privées, mais pour que ça soit quelque chose qui... Plus visible, qui va vers le public.
Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Aïda Kirouani, vous êtes artiste sculpteur. On a eu plaisir à vous recevoir ce matin pour parler de votre projet. À très bientôt. Merci. Et vous reviendrez nous dire, c'est bon, mon message est passé. J'espère. Et les mécènes sont là. Continue, voilà. Et le travail continuera. On vous suivra pas à pas jusqu'à la réalisation concrète, bien sûr, de ce beau projet. Voilà. À très bientôt. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie, que tous nos plateaux vous ont séduit, vous ont plu. En tout cas, aujourd'hui, ça a été la visite de la région de Cherchell. Allez-y, faites-vous plaisir. On continuera à travers nos différentes émissions à vous emmener, vous faire des visites à travers l'Algérie. Merci à toute l'équipe. Au revoir et à très vite. Au revoir. جزائر هي وطني أنا منها وهي مني كل ما راهي تسحقني أنا راني واجد ليها جزائر اللي تسترني وقت الشدة ترفدني مع أحبابي ديما تلمني كيفاش ما نموتش عليها بلادي أنا نبغيها جزائر